de la République à Ouanana qui fait couler beaucoup d'encre et des salives au sein de la presse. Et puis, nous parlerons également de l'actualité toujours en page nationale avec la création du nouveau parti de Maître Dodi Apémon, le FDR, entendez Force démocratique pour la République. Nous essayerons d'analyser un peu plus en détail les enjeux de cette création et les perspectives d'avenir de la création de ce parti. Et puis, en dernière partie d'émission, nous analyserons la énième sortie, la dernière sortie médiatique du président français François Hollande qui a annoncé ou qui a surpris toute l'opinion internationale en affirmant qu'il ne sera plus candidat à sa propre succession pour le compte de la prochaine présidentielle française. Encore une fois, m'a dit bonjour et merci d'être venu sur ce plateau. Merci. Voilà, nous allons entrer dans le vif du sujet avec le problème, le différend qui oppose actuellement le CACIT et Las Vito. C'est un secret de polichinelle, hein, parce que tout le monde sait un peu ce qui se passe entre ces deux parties. Mais je voudrais revenir particulièrement sur la sortie médiatique du président d'Las Vito, M. Acholi, qui accuse le CACIT d'avoir falsifié le rapport. Est-ce possible selon vous, parce que vous avez travaillé dans le circuit des Nations Unies? Non, je pense que cette sortie, en fait, vient confirmer un peu ce que nous avons soulevé en temps à travers une tribune qui a été publiée. Et je pense qu'au Togo, nous avons pris l'habitude de crier, alors que rien ne se passe, de crier, de crier. Et l'important, c'est de crier assez fort pour semer le doute et finalement amener les gens à se poser des questions et autres. Donc je pense que cette sortie de Las Vito est plus dans cette logique. Parce que dans un monde organisé où le bon sens prévaut, on n'accuse pas en l'air. On accuse en apportant des preuves. Voilà. On accuse en se basant sur quelque chose. Mais jusqu'à ce jour, malgré les différentes sorties, nous avons l'impression que dans ce dossier, on accuse le CACIT et peut-être son directeur exécutif d'être le diable incarné, mais on n'apporte jamais qu'est-ce qu'il y a de concret pour cette accusation. Alors, quand vous prenez habituellement un projet, que ce soit avec les Nations Unies, avec toute organisation internationale, il y a une chose. Un projet, il est validé suivant un document qui a été soumis. Et quand le projet est validé et financé, à la fin, les dépenses sont justifiées, tout est justifié, Voilà. mais en tenant compte de ce qui avait été convenu lors de la rédaction et de la signature du projet. Donc, à partir de ce moment, si vous faites un rapport qui n'est pas conforme à ce qui avait été prévu dans le projet, le bailleur n'accepte pas le rapport. Ça, c'est une première chose. Voilà. Et par rapport à ce fonds en question, il y a lieu de noter que le projet a été financé, il ne continue pas à bénéficier d'un financement. Voilà. Il y a eu des rapports qui ont été soumis. Il y a eu une mission d'audit qui est venue voir la mise en œuvre du projet. Alors, à partir de ce moment, il est difficile de critiquer quand celui qui a financé lui-même ne s'est pas plaint de la mise en œuvre du projet. Maintenant, ce que j'ai dit quelques jours plus tôt dans la tribune, c'est que dans un projet, il y a plusieurs volets. Voilà. Malheureusement, nous concevons les projets, quand ils sont mis en œuvre ici, au volet de rémunération ou bien d'indemnisation, si on peut l'appeler ainsi. Voilà. Alors qu'un projet, comme celui dont il est question aujourd'hui, il a des lignes directrices qui sont fixées. Voilà. Et c'est par rapport à ces lignes directrices que vous soumettez votre projet. Et l'une des choses principales, c'est que ce projet ne privilégie même pas les indemnisations et consorts. Ce projet, il privilégie plutôt la possibilité d'appuyer la victime ou bien ses proches afin que ceux-ci puissent être en mesure d'aller et de s'en sortir. Parce qu'une victime de torture, peut-être qu'elle n'a plus d'activité consort, il faut appuyer les proches afin que ces derniers puissent mener des activités qui puissent quand même permettre à la famille de vivre. Ça, c'est un volet. Le deuxième volet, c'est un appui psychologique. Voilà. C'est aussi une possibilité. Une victime de torture, c'est vrai que la torture, elle est le plus souvent appréciée sur l'apparence physique. Mais on verra aussi que la torture peut être psychologique et autre. Voilà. Mais en l'espèce, s'agissant du cas togolais, on a plus été confronté à des cas de torture physique. Voilà. Donc ça veut dire aussi qu'il faut suivre les traitements chez un médecin et consort. Une victime de torture aussi a besoin de l'appui
juridique et consorts pour initier des actions et demander réparation à l'État, parce que l'État est censé être la première personne qui doit protéger des cas de torture. Donc ça veut dire que quand vous prenez un projet, il y a tous ces volets qu'il faut prendre en charge. Donc ce n'est pas seulement distribuer l'argent aux victimes qui constituent le projet. Alors c'est pourquoi je me dis... selon vous peut-être le CACIT, bon pas le CACIT, Asvisto ne maîtrise peut-être pas les contours même du projet ou bien. Bon, c'est évident qu'ils ne le maîtrisent pas puisqu'ils ne sont pas eux qui ont rédigé le projet. Voilà. Et j'ai cru comprendre à un moment donné qu'ils disaient qu'ils ont été associés à la rédaction du projet. Et il y a aussi une chose qu'on doit comprendre. En matière de rédaction de projet, vous, en tant que initiateur d'un projet, vous avez l'obligation, c'est d'ailleurs conseillé, de rentrer toujours en contact avec les bénéficiaires pour identifier leurs attentes exactes et réelles. Et c'est sur la base de ces attentes que vous formulez le projet qui puisse répondre concrètement à ce que les victimes attendent, mais à ce que aussi le fonds qui finance ces projets attend. Donc je pense que dans ce cadre, et bien évidemment le CACIT, a su contacter l'Asvito, à qui il voulait faire bénéficier en premier ce projet, pour avoir ses idées autres. Mais ça ne suffit pas pour dire qu'on a rédigé un projet ou bien qu'on connaît les tenants et aboutissants du projet. Oui, mais ce qui est un peu déplorable dans cette situation, c'est qu'on a l'impression que c'était un conflit personnel qui sont en train de se régler. Est-ce que c'est pas l'impression que vous avez également? Non, je pense d'ailleurs que si à un moment donné j'ai tenu à entrer dans ce débat, c'est parce que j'ai constaté qu'il y avait plusieurs éléments qui montraient en fait que la personne de André Kani Afanou était visée. C'était pas parce que le problème en soi n'était pas vraiment fondé. C'était mais j'ai constaté au fil du temps que c'est André Afanou qui est visé et pas forcément même le CACIT. Parce que quand vous suivez un audio où un responsable d'une organisation dit que André Kani Afanou et son bras droit, Spero Maoulé, c'est un peu comme vous dites que le directeur exécutif a désormais comme bras droit le président du conseil d'administration. Un peu de respect quand même, je pense. C'est une institution. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est André Kani Afanou vraiment qui est la cible. Je ne sais pas pourquoi. Mais je me dis, il faut qu'on puisse cesser avec ce genre de pratique au Togo. Il faut que dans la société civile, on puisse se mettre d'accord sur l'essentiel. Ce que le CACIT fait aujourd'hui, c'est un plus. Ce que la Ligue togolaise des droits de l'homme a fait de par le passé et continue de faire aujourd'hui, c'est un plus. Ce que d'autres associations font aujourd'hui, tout cela concourt à réaliser un bien commun. C'est le bien-être du Togolais, c'est la mise en œuvre de l'état de droit. Et je pense que nous devons plutôt chercher à être solidaires. Ce que l'Asvito même fait en tant que structure, c'est déjà un premier pas. Parce qu'avant, on savait que les victimes de torture étaient isolées, chacun était dans son coin. Désormais, au moins, il y a un cadre dans lequel ils se retrouvent et ce cadre leur bénéficie. Donc, je pense que chacun, à sa façon, contribue. Mais il ne faut pas rentrer dans une course de rivalité malsaine pour faire chose. Mais c'est dommage, j'imagine l'état psychologique d'André Kani Afanou durant ces moments. C'est dommage qu'il soit la cible de ces attaques. Oui, mais est-ce qu'on peut dire qu'il est blanc comme neige? Je dois avoir quand même quelque chose comme ça. Daniel, moi qui te parle, j'ai mes défauts. Tu as tes défauts, forcément. Chacun d'entre nous a des défauts. Mais je pense que nous devons plus chercher parfois à voir ce qui nous rassemble que de nous focaliser sur ce qui nous divise. Donc, je dirais que André Afanou, c'est un être humain comme tout le monde, comme moi, comme toi, et c'est normal. Il peut arriver qu'il frustre des gens, il peut arriver qu'il ait des problèmes avec des gens, mais le travail qu'il abat, c'est un travail qu'il faut apprécier. Et c'est un travail qui va dans l'intérêt des victimes, des différents membres du CACIT. Bref, c'est un travail, on dit djoubé. Voilà, donc il faut vraiment que les gens soient encouragés dans ce genre de choses plutôt que de chercher à régler des comptes sur des sujets qui en fait ne sont pas fondés. Voilà. Alors on va espérer peut-être que cette guéguerre au sein entre les deux entités puisse être résolue, parce que ça ne donne pas vraiment une bonne idée du Togo. Ça ne donne pas une bonne idée du Togo, mais au même moment, moi je me dis qu'il faut que les personnes respectables cessent même de relayer ces différentes accusations non fondées. Il faut vraiment qu'on mette fin à ça. Et je pense que c'est aujourd'hui ce que beaucoup disent. Il faut aller de l'avant. Il faut voir qu'est-ce que le CACIT peut continuer par faire pour les victimes de torture. Il faut voir qui pense que
il peut s'en sortir sans le CACIT, c'est aussi son droit. Donc allons de l'avant, c'est ce qui est important. Voilà. On va avancer dans cet échange ou dans cet entretien. On va parler cette fois-ci de la sortie médiatique de la médiatrice de la République, je le disais en introduction, Awa Nana, qui suscite beaucoup de réactions. D'autres disent, ou certaines presses déjà, parlent d'une défection. Peut-être elle jette déjà l'éponge, elle n'est plus prête à continuer la mission elle confiée par le chef de l'État. Madi, c'est comme ça que vous interprétez également cette situation? Bon, je pense que c'est cette affaire de contextualisation. Voilà. Il faut chercher à voir, suite à quelle question la médiatrice a répondu. Voilà. Et quand on arrive à dresser le contexte, il est plus aisé de savoir qu'est-ce qu'elle tient à dire réellement. Bon, moi c'est très intéressant, c'est un sujet intéressant. Donc nous sommes allés aux informations, nous avons cherché à comprendre un peu qu'est-ce qui ne va pas, parce que nous avons pris part à l'atelier sur les réflexions pour les réformes constitutionnelles et institutionnelles. On attendait quelque chose. Donc si Madame la médiatrice, qui a pris sur elle cette lourde responsabilité, devait baisser les bras, je pense que c'est normal qu'on aille aux informations. Et ce que j'ai cru comprendre après ces différents échanges, c'est que suite à certaines questions et interrogations, la médiatrice a dit, pour le moment, tout va, mais que si elle constatait qu'il y avait un blocage ou bien une mauvaise volonté, elle n'hésiterait pas à démissionner. Donc je pense que la presse a lu entre les lignes, peut-être. Voilà, la presse a lu la presse a essayé de lire entre les lignes, mais suite aux dernières informations que j'ai eues, c'était pas c'était pas une affirmation par rapport au présent, mais c'était une projection un peu dans le futur pour un peu dire l'attachement à la mission en question. Mais je pense quand même, aujourd'hui, il est vrai, quand nous sommes sortis de cet atelier, les recommandations ont été faites et transmises au chef de l'État, mais au même moment, beaucoup de gens ont eu accès sur la plateforme du Ashkroun. Voilà. Bon, de façon stratégique, moi je m'étais déjà dit, le chef de l'État ne réagirait pas forcément avant la fin de l'année. Pourquoi? Parce que il y avait ce fameux sommet sur la sécurité maritime qui préoccupait tout le monde et qui était devenu l'affaire d'État. Alors, donc, je pense qu'après ce sommet, tout ce qui en est sorti... Le sommet est fini depuis? Oui, le sommet est fini depuis. Alors, le sommet est fini depuis. Vous savez, mettre en place une commission aussi, ça veut dire qu'il faut identifier les personnes qui doivent faire partie de cette commission. Mais est-ce qu'il fallait mettre le sommet avant, par exemple? C'est la mise en place de cette commission qui est quand même importante et déterminante pour l'avenir du pays. Malheureusement, parmi les priorités, il y a des priorités. Voilà. Donc, je pense que le sommet était là. C'était une donnée avec laquelle il faut composer. Voilà. On a su composer. Aujourd'hui, le sommet est terminé. Et quand on sortait du Ashkroun, dans tous les cas, les participants étaient unanimes sur une chose. Voilà. Ils sont prêts à faire quelque chose, mais ils attendent que le chef de l'État donne le signal. Parce que tout le monde était d'accord que le dernier mot lui revenait. S'il fallait mettre en œuvre ces applications et consorts, il a le pouvoir, il a les moyens pour le faire. Donc, aujourd'hui, c'est un peu que tout le monde attend la réaction du chef de l'État. Et je ne vais pas me hasarder en disant que je me dis, si normalement tout est bien calé, en principe, il faut que cette commission puisse être mise en place avant la fin de l'année. Peut-être que ce serait, comme François Hollande l'a fait hier, le chef de l'État nous ferait un discours dans ce sens avant la Saint-Sylvestre ou plus tard. Voilà. On espère bien, parce que ça tarde, parce que il faut rappeler qu'il y avait beaucoup de scepticisme, même au lancement de cette commission. Mais aujourd'hui, les choses tardent. Peut-être on pourra donner raison à ceux qui décriaient ce sommet. Bon, pas ce sommet, je vais parler de cette commission. Non, vous savez, nous avons pris l'habitude de décrier dans notre pays. Nous avons pris l'habitude d'accuser les autres qui ne feront pas. Mais nous n'avons jamais pris la responsabilité de faire ce que nous, on peut faire. C'est un peu ça. Voilà. Si aujourd'hui, on critique cette commission, moi aussi, je peux critiquer ceux qui ont passé le temps en 2015 à dire pas de réforme, pas d'élection. Voilà. Et on s'est retrouvé jusqu'aujourd'hui où, finalement, c'est le Ashkroun qui reprend ce dossier. Voilà. On aurait pu vider ce dossier
En 2015, si on ne s'était pas attardé sur des affaires de rétroactivité, semi-rétroactivité, bref, je pense que tout ça, on a raté le coaching. Aujourd'hui, il faut qu'on harmonise les choses. Et il faut aussi, d'une certaine façon, qu'on mette la pression sur le chef de l'État pour qu'il assume ses responsabilités. Parce que c'est ce que les participants à l'atelier du H-Kroom ont dit. Ils sont d'accord qu'il faut aller de l'avant. Maintenant, ils attendent que le chef de l'État prenne l'initiative d'appuyer cette réforme. Et moi, je le dis le plus souvent, une réforme en soi, il ne faut pas la faire en tenant compte des individus ou bien des intérêts d'un camp donné. Voilà. C'est ce qu'on a fait et en 2015, les gens n'ont pas pu s'entendre sur quoi faire. Et aujourd'hui, s'il faut continuer par réfléchir dans ce sens, on risque d'atteindre 2020 sans avoir une réforme et le tissu social va continuer par être tendu. Et à un moment donné, je ne peux pas me hasarder à dire qu'est-ce qui arrivera, mais à un moment donné, le peuple togolais sera obligé de chercher les réformes par d'autres moyens. Mais quand je vois ce qui se passe après tout ça, je me dis, pourquoi faire compliqué quand on peut faire très simple, c'est-à-dire enclencher un processus de réforme, mettre en place une constitution, soit on révise la constitution actuelle en l'état, même si je l'ai déconseillé dans mon dernier essai, en disant que bon, tout porte aujourd'hui à la nécessité de mettre en place une nouvelle république avec de nouvelles institutions et autres. Mais il faut amorcer la chose pour que le Togolais quand même puisse comprendre qu'il y a une décrispation du jeu politique. Et définir un régime clair, plus approprié, qui puisse permettre de réunir beaucoup de Togolais autour de l'exécutif et autour de la gouvernance. Si tout cela est fait, je pense qu'on peut éviter beaucoup de choses. Et comme le chef de l'État le dit le plus souvent, il a toujours dit que mon père c'est mon père, moi c'est moi. Et le moi qu'il cherche toujours à vendre, et le moi que le peuple togolais attend de lui, c'est forcément sur ses réformes et consorts. Oui, mais il t'a toujours à s'affirmer sur ce point, parce qu'on a l'impression qu'il tourne le peuple togolais en bourrique. C'est pas l'impression que vous avez au sein de la société civile. Parce que quand dans un premier temps, le chef de file de l'opposition l'aborde pour lui poser ce problème de réforme, il dit que c'est l'Assemblée nationale qui est compétente pour résoudre ce problème, et puis on crée après une autre commission pour cela. Mais est-ce que c'est pas un jeu de ping-pong? On n'a pas l'impression d'assister à un jeu de ping-pong? Bon, dans tous les cas, c'est une présomption simple. Parce que je me dis quand même que le chef de l'État aurait pu faire mieux et plus tôt que ça. Voilà. Mais je me dis aussi qu'il y a l'espoir, peut-être qu'il y a des enjeux, il essaie de les gérer pour apporter la réponse. Et j'ai espoir par rapport à ça. Mais revenant sur cette affaire de réforme à l'Assemblée nationale, je ne la vois pas d'ici demain. Elle n'est pas possible. Parce que même au sein de l'opposition parlementaire, il n'y a pas une communion sur le contenu concret de la réforme qu'il faut proposer. Au sein de la majorité, il n'y a pas une adéquation entre les besoins de réforme exprimés par l'opposition et les besoins de réforme que la majorité est prête à consentir. Mais dans tout ça, il y a le peuple qui est à côté, qui aussi attend des réformes, qui aussi veut voir la vie politique décrispée, qui aussi, moi je dis, les réformes, il ne faut pas les calquer seulement sur qui sera président ou qui sera premier ministre. Nous attendons beaucoup de choses, en matière de gouvernance principalement. Il y a beaucoup de choses qui doivent être revues. Une commission anticorruption, ça c'est des gadgets, on n'en a plus besoin. On a besoin de juridictions dotées de moyens qui puissent travailler. Parce que le climat social, il est brisé quand vous constatez que vous avez quelqu'un qui travaille et il s'enrichit à une allure où vous vous demandez, mais est-ce que c'est le même salaire que tout le monde prend à cette catégorie qui donne ça? Quand vous voyez des gens qui sont capables de s'offrir des maisons de haut standing une fois par an, vous vous posez des questions. Alors, en ce moment, en tant que citoyen qui se respecte et qui paie régulièrement ses impôts, nous sommes indignés parce que nous ne payons pas nos impôts pour engraisser d'autres personnes. Nous payons nos impôts pour qu'ils puissent servir au développement du pays. Donc, à partir de ce moment, on se pose des questions. Aujourd'hui, les réformes, elles sont là, elles sont nécessaires, pas seulement pour les élections, parce que quand vous prenez cette voie qui passe de, comment l'appelle, Colombe de Saint-Jean vers mais c'est un problème de gouvernance qui se pose. On passe un marché public. Je ne vais même pas chercher à comprendre comment est-ce que ce marché a été passé, mais je sais une chose. On ne décaisse pas tout l'argent tant que le marché n'est pas
accompli. Le marché, le décaissement se fait par rapport à l'évolution des travaux, ce qui n'a jamais été fait. Aujourd'hui, je pense que le ministre des Travaux publics, tout comme le ministre des Finances, ils sont éligibles devant la Haute Cour de justice. Oui, mais ils ont été convoqués devant le Parlement et ils ont raconté... Je pense qu'il faut, il faut dire les choses sérieusement. Voilà. Ils sont allés se moquer du Parlement. Et le Parlement a assisté à ça. L'opposition, dans une minorité, ne pouvait rien faire. La majorité, croyant que c'est un esprit d'équipe, alors qu'on parle d'un esprit patriotique, ils ont cru qu'il fallait laisser ces ministres partir. C'est normal parce que la Constitution ne leur donne même pas de pouvoir sur ces ministres. Mais je pense que ces ministres, quand même, pour donner l'exemple, le chef de l'État doit les envoyer devant la Haute Cour de justice. C'est aberrant. Ça se passe dans plusieurs pays ça se passe dans plusieurs pays africains. C'est comment dit-on, le Togo, nous devons chercher à un moment donné à rassurer le Togolais, à montrer l'exemple. Il ne faut pas que les gens soient frustrés au point où le Togolais soit indifférent au sort du Togolais. C'est un principe très simple. Un marché public ou bien tout contrat, même un contrat normal. On dit, j'ai envoyé mes habits au pressing ce matin. Quand je suis arrivé, on m'a dit, vous payez la moitié. Lorsque vous venez récupérer, vous payez le reste. Je suis d'accord parce que, n'étant pas encore prêt, je ne peux pas payer l'entièreté. Alors, quand je comprends que des milliards qui sont là, et une société vient et dit, je peux exécuter ces travaux, elle donne des garanties financières, elle donne des garanties logistiques pour faire ces travaux. Et non seulement elle ne fait pas les travaux, mais elle prend les sous. Et tout le monde, elle a à regarder en l'air. J'ai dit non, ça c'est une chose. Deuxième chose, en matière de gouvernance, il faut réformer les choses parce que je pense qu'il y a beaucoup de conflits d'intérêts. Aujourd'hui, on nous dit qui sont les réels actionnaires de Wassem ou bien de Simto. On finira par les savoir un de ces jours. Mais on en sait un peu plus. On en sait un peu plus. Voilà. Et dans cette foulée, on nous dit Dangote vient avec le ciment à un prix X. On lui dit non. Pour sauver les Togolais, il faut le ramener à un prix plus élevé. La libre concurrence, elle est où? La libre concurrence, elle est où? Et au-delà de ça, sauver quel Togolais? Le Togolais actionnaire de ces sociétés ou bien le Togolais ordinaire qui, d'abord, a des revenus qui ne sont pas à la hauteur et qui se sacrifie, qui fait des sacrifices pour pouvoir construire? C'est lui qu'on veut sauver en augmentant le prix du ciment. Je me pose des questions. Vous prenez ces groupes qui aujourd'hui font le ciment au Togo. S'ils font au Togo et ils sont incapables de le vendre à un prix plus bas, et quelqu'un le fait au Nigeria, le transporte pour arriver jusqu'au Togo et est capable de le vendre à un prix bas, il faut se poser des questions. Qu'est-ce qu'ils font? Et moi, aujourd'hui, je préfère être solidaire d'un opérateur économique ouest-africain que d'être solidaire d'un groupe international indien ou bien d'un... Non, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être faites, mais la posture actuelle que le gouvernement a adoptée dans ce genre de choses, ça veut dire qu'il y a eu des conflits d'intérêts quelque part, il y a des problèmes de gouvernance qu'il faut revoir. Et à partir de ce moment, je pense que notre réforme que nous attendons par notre constitution, il ne faut pas la limiter seulement à 2 tours ou bien à qui sera candidat limité ou pas. Il faut un travail de fond. Il faut un travail de fond. C'est pour ça d'ailleurs que je me dis, je peux accepter le fait que la nomination de cette commission traîne parce qu'il faut mettre au sein de cette commission des gens qui puissent réfléchir et projeter le Togo. Donc selon vous, ces réformes ne doivent pas se faire au Parlement. Le Parlement n'est pas assez compétent pour faire ce travail? Je suis désolé, mais... À cause de sa composition peut-être? Non, je suis désolé, mais le Parlement togolais, je peux dire au fil des ans, nous a montré ses limites. Et ces limites d'abord dues par rapport aux compétences de ceux qui sont là-bas. Je suis désolé, mais c'est une réalité. Nos députés ne montrent pas une maîtrise de la matière qui leur est soumise, surtout sur plusieurs sujets. Deuxième chose, dans un pays normal ou bien dans une législature normale, un député, il a autour de lui une équipe d'assistants parlementaires. Combien de députés togolais ont des assistants parlementaires? Il n'y en a pas pratiquement. Ils ont des assistants parlementaires du type touche à tout, c'est-à-dire quelqu'un qui peut-être a fait l'économie va traiter du droit, va traiter de l'environnement. Non, c'est pas comme ça qu'un pays responsable évolue, c'est pas comme ça qu'une assemblée joue son rôle. Donc ça veut dire que même il faut une réforme aujourd'hui pour que cette assemblée devienne une assemblée responsable. Il ne faut pas qu'on se limite juste à donner des émoluments aux gens et croire que c'est une assemblée. Une assemblée, c'est à peu près, après tout, un contre-pouvoir de l'exécutif. Est-ce que vous pensez que ça peut changer? Ça doit changer. Si
quelqu'un se retrouve aujourd'hui à l'Assemblée avec l'intime conviction qu'il est venu apporter un bien-être au peuple togolais en légiférant en faveur du peuple togolais, il doit changer. Il ne peut pas se complaire dans ça. Si aujourd'hui on a un exécutif en face qui a été élu sur la base de projets, d'engagement, ça veut dire qu'il doit œuvrer aussi pour que ça change là-bas. Et tout ça, ça doit se faire. Et l'élément central autour de ça, je pense que c'est la gouvernance. Voilà. Les gens qui pillent la République, ils sont là, on les connaît, on n'a pas besoin de faire chose. Il faut les prendre, leur dire, vous avez été payé à tel taux durant 5 ans. Ok, si on tient compte de vos revenus, vous devez avoir normalement tel montant. Voilà. Vos indemnités comme ça, quand on les sort, je pense que les gens là peuvent rembourser beaucoup au gouvernement togolais. Voilà. Par exemple, le rôle de contre-pouvoir que devrait jouer le Parlement, selon vous, il ne le joue pas? Le Parlement ne joue pas le rôle de contre-pouvoir. Les institutions d'appui à la démocratie qu'on a et autres sont calquées sur le Parlement. Pourquoi? Parce qu'il y a eu, ils ont décidé de quelque chose dans leur règlement intérieur là-bas qui dit que les différentes représentations doivent se faire en tenant compte de la configuration du Parlement. Donc finalement, vous retrouvez une cour constitutionnelle qui est à l'image du Parlement. Vous retrouvez une cour des comptes qui est à l'image du Parlement. Vous retrouvez une RAP qui est à l'image du Parlement. Ça, c'est de la politisation des institutions qui normalement sont des institutions techniques qui n'ont rien à voir avec le jeu politique. Mais à partir du moment où ils sont comme ça, c'est parce que le contexte et la loi actuelle le permet, la Constitution le permet. Il faut réformer tout ça et mettre chacun dans son rôle. Il faut que demain, on puisse, de temps en temps, en tant qu'organisation de la société civile, voir la Cour des comptes pour dire, mais qu'est-ce qui a été fait? La dernière fois, j'ai posé cette question. Il n'y avait aucune disposition qui prévoyait de financer les candidats pour aller au présidentiel de 2015. Voilà. Mais pour amener les gens à être candidats, le chef de l'État a sorti une formule. Il dit, OK, venez, et je vous donne des fonds pour battre campagne. C'est bon, moi je n'en disconviens pas. Après avoir battu campagne, qui a fait le bilan? Parce que quand vous recevez l'argent public, vous devez faire les comptes. Aujourd'hui, quel candidat a fait le bilan? Est-ce que le chef de l'État lui-même, en tant que candidat au pouvoir, l'a fait? Est-ce que les autres candidats de l'opposition l'ont fait? Ok, s'ils l'ont fait, malheureusement, ils n'ont qu'à publier et chacun voit ce qui a été fait. Voilà. Nous n'allons pas chercher à voir concrètement qu'est-ce qui a été fait dedans, mais même pour la forme, le bon sens veut que des républicains, ceux qui aspirent à gouverner un pays, fassent le jeu républicain. Ça veut dire que tu reçois l'argent de l'État, il faut rendre compte, c'est important. Voilà. Merci Madi pour cet éclairage sur ce sujet relatif à la bonne gouvernance dans notre pays. On va quand même continuer par nos échanges avec la politique toujours. Vous le savez depuis plusieurs mois déjà, ce fut la guerre entre les dirigeants du comité d'action pour le renouveau local. Je veux parler de cette guerre qui a perduré entre Maître Dodi Apevon et Maître Yaovi Madje Aboibo. Cette guerre a donné suite à la création d'un nouveau parti qui a désormais pour nom FDR, Force démocratique, Force pour la démocratie et pour la République. Je ne sais pas si voilà, c'est ça. Et moi, peut-être, je vais m'interroger, moi, en tant que journaliste, le regard que je vais porter sur la création de cette nouvelle force politique. Ce n'est pas peut-être une nouvelle manière d'encourager le parti parce que l'opposition ne fait que s'émietter. Vous savez, moi, je suis un adepte du multipartisme. Et c'est ce que les Togolais ont accepté au lendemain du système du parti unique. Non, vous savez, le multipartisme, il est l'expression des différents courants de pensée qui existent dans un pays. Maintenant, si c'est par rapport à l'idéologie, je dis c'est bon. Mais si c'est par rapport à des individus qui se sentent lésés et qui croient que, bon, si je n'arrive pas à me faire comprendre des gens ici, il faut que moi-même je crée un parti pour que les gens me comprennent. Je pense que c'est mal parti parce que si vous n'arrivez pas à convaincre des gens d'une vision, ce n'est pas parce que vous avez les coudées franches dans un parti que cette vision va forcément prospérer. Donc pour moi, aujourd'hui, le multipartisme, il n'y a pas de débat sur ça. Voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup même sont dans une logique de dire il faut tendre à 2 partis au Togo, comme c'est le cas aux États-Unis et autres. Et quiconque veut être candidat en dehors de ces partis doit être un candidat indépendant et recueillir un nombre de signatures. Moi, je dis non, pas forcément. Parce que nous avons le multipartisme, mais nous avons aussi en 92 opté pour des élections à 2 tours, s'agissant de la présidentielle. Ça veut dire que c'est comme des primaires. Le premier tour sert à clarifier les positions
et sert à voir un peu la progression de certaines idéologies sur l'échiquier national. Voilà. Et le deuxième tour règle le problème, qui est finalement élu avec une plus forte assise. Donc pour moi, peu importe le nombre de partis qu'on crée, l'important c'est qu'est-ce qu'on veut proposer. Si c'est de l'ancien réchauffé, ce n'est pas la peine. Mais si c'est une vision qui peut amener à autre chose, ok, je me dis il faut toujours accorder le bénéfice du doute. Mais dans cette situation du quart, je ne suis pas forcément surpris parce que durant cette crise, j'étais sur vos plateaux ici et ce qu'on a retenu, c'est qu'il y avait un problème de courant au sein du quart et il y avait peut-être... J'ai entendu Nador parler la dernière fois d'épuration finalement parce qu'il y avait des extrémistes qui n'étaient pas dans cette vision idéologique qui a conduit les combats sous le phare et consorts. Donc il y a ça aujourd'hui. Mais au-delà de ça, moi je dis, être un parti politique aujourd'hui, c'est chercher avant tout à créer le dialogue avec le pouvoir et à obtenir gain de cause sur certaines questions. C'est ça. Ce n'est pas... Est-ce que c'est encore possible parce qu'on a diabolisé ce régime, mais est-ce que c'est encore possible aujourd'hui? Parce que vous ne pensez pas peut-être que c'est l'opposition même responsable de la situation actuelle? Non, l'opposition, je dirais en l'occurrence J-Chris Olympio, quand il était à l'UFC, a aidé à construire une image selon laquelle quand vous collaborez avec le parti au pouvoir, vous êtes un vendu. Voilà. Et aujourd'hui, il a été le dernier à en faire les frais. Les frais, voilà. Donc, je pense que cette pensée, elle doit évoluer. La politique, ce n'est pas un problème, c'est pas un conflit ouvert. C'est un conflit entre gentlemen. Et sauf que ce conflit ne se fait pas avec des armes, il se fait avec la parole, avec des programmes, des projets. Donc, à partir de ce moment, il faut réfléchir autrement. Et aujourd'hui, quoi qu'on dise, le parti au pouvoir a des gens qui sont avec lui. Des gens qui sont avec lui soit par conviction, ils ne sont pas nombreux au passage, mais des gens qui sont aussi avec lui par rapport aux intérêts qui permettent de leur garantir. Ce n'est pas pour dire que tous ceux qui sont de l'opposition aussi, ils sont avec conviction. Ils sont aussi parfois là-bas, dans l'optique en se disant que lorsqu'on remplacera le parti au pouvoir, nous aussi on pourra prendre notre part du gâteau. Donc c'est pour dire qu'en matière politique, il faut arriver à savoir l'électorat, qu'est-ce qu'il attend réellement et à lui proposer quelque chose. Si vous arrivez à donner une apparence de rassembleur et vous arrivez à mettre les gens autour de vous, je pense que même des soutiens du parti au pouvoir, vous pouvez les avoir. Et progressivement, ça va se décanter. Mais deuxième chose, c'est qu'au Togo, on a passé le temps à tirer sur des individus, que ce soit au sein de l'opposition ou du pouvoir. Nous avons tiré sur l'individu Gnassingbé et Yadema durant des années. Et le Seigneur l'a rappelé. Mais quand le Seigneur l'a rappelé, nous avons constaté que bien qu'il soit parti, il y avait un système qui a pu mettre en place son fils. Au lieu de se concentrer aujourd'hui sur le système, voir qu'est-ce que ce système attend, qu'est-ce qu'on peut négocier, qu'est-ce qu'on peut compenser, on dit non, oublions le système, attaquons la personne du fils. On va l'attaquer jusqu'au jour où il pourra dire même moi je ne me présente plus. Comme Hollande. Et il part, mais ne soyons pas surpris si on voit revenir quelqu'un du parti au pouvoir. Avec la même vision. Avec la même vision, parce que c'est le même système qui continue par avoir contrôle sur tout. On l'a vu au Burkina, nous avons chassé Blaise. Mais qui est revenu en fait? C'est l'ancien Premier ministre, l'ancien président de l'Assemblée de Blaise. Qu'il soit de l'opposition ou pas, c'est parce que le système sait qu'au moins au Burkina, qu'en faisant revenir celui-ci, ça peut jouer son jeu. C'est ça la politique. Il faut cesser de faire croire aux gens que c'est un débat de personnes. Que c'est un débat de personnes. Non, il y a plusieurs enjeux qui sont là. Et il faut arriver à trouver des gens ou bien un groupe de gens qui puissent rassurer tous les enjeux qui sont là. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que nos hommes politiques n'ont pas encore compris cela? Ce serait trop facile et ce serait une façon de les excuser que de dire qu'ils n'ont pas encore compris cela. Non, je pense qu'ils l'ont compris, mais ils continuent par faire preuve de mauvaise foi juste pour des calculs politiques et stratégiques. Et j'ai l'impression aujourd'hui que des gens préfèrent se complaire dans un statut d'opposant où ils se disent que bon, avec ça, j'ai quand même déjà des privilèges, il faut que je me cantonne à ça. Et on défend cela bec et ongle. Au lieu de comprendre que ce que nous recherchons, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour mon parti, mais c'est pour le Togo. Vous savez, nous qui sommes à l'étranger, on a envie
de crier à voix déployée que nous sommes des Togolais. Mais parfois, quand le débat commence, nous nous cachons. Parce que, excusez-moi, il arrive des moments où il faut être quelqu'un de dur pour affirmer être Togolais et défendre certaines bêtises ou bizarreries qui se passent au Togo. Surtout dans un monde généralisé aujourd'hui où, par exemple, je viens en tant qu'expert des affaires politiques, paix et sécurité, je viens donner des conseils aux gens. Et après, quelqu'un dit, ah, mais ce monsieur, il est très brillant. Il dit, mais il est d'où? On dit, il est du Togo. Ah, eux là, qui n'arrivent même pas depuis. Voilà, donc, vous voyez, ce sont des choses que, en tant que Togolais, nous devons changer pour l'honneur du Togo lui-même. Et pour montrer que notre gouvernance, elle peut être améliorée. Et ça, c'est ce que nous attendons des partis politiques. Ce ne sont pas des règlements des comptes. Personnellement, j'ai suivi le président des FDR avant la création du parti dans son interview où on lui demandait s'il ne pouvait pas recoller les choses ou autres. Et il a dit non, que c'est plus possible. Alors, je me pose une question. Si c'est plus possible de recoller le tissu entre des gens qui ont fait 25 ans au sein du comité d'action pour le renouveau, est-ce qu'on pourra recoller le tissu entre des gens qui ont fait 25 ans dans plusieurs partis qui s'entre-déchirent au Togo? C'est difficile à voir. Mais au même moment, ça veut dire que c'est une façon d'abdiquer. Un leader politique, c'est pas ça. Il faut être là, il faut être engagé et il faut avoir une vision constructive et fédérative. C'est ça que nous attendons aujourd'hui de l'opposition togolaise. Et pour moi, si quelqu'un peut l'incarner, peut le faire, tant mieux. Nous n'hésiterons pas d'où nous sommes à donner nos conseils et autres. Parce que l'un des problèmes aussi au Togo, c'est que tout le monde veut que tu sois avec lui. Quand tu n'es pas du parti et que tu donnes des conseils, on dit non, c'est l'adversaire qui t'a envoyé en mission pour venir nous dire ça. Quand tu es de ce bord, tu donnes des conseils normaux de l'autre côté, on dit ah, pourquoi lui va donner tel conseil? Je pense que pour le Togo, nous devons faire fi de ces différentes appartenances et consorts et parfois se poser les bonnes questions. Et parfois même par respect pour les électeurs, pour le citoyen togolais, il y a des débats qui ne doivent plus exister. C'est très important. Il faut que la professionnalisation de la classe politique soit actée. Il faut qu'on arrive demain à des partis politiques où ce n'est pas le président qui finance de sa poche et qui fait tout. Parce que si c'est le cas, pourquoi est-ce que vous voulez lui imposer une vision? Mais les partis politiques, on cotise. Non, ça c'est un faux débat. Voilà. C'est un faux débat. Je ne suis même pas sûr que les partis politiques cotisent au Togo. Comment financer alors un parti? Non, vous prenez le parti au pouvoir, il a mis la main sur plusieurs sources de financement et c'est de ça qu'il finance ses activités. Ou parfois il fait recours à ses cadres qu'il a placés à des postes stratégiques et qui déversent l'argent qu'ils prennent là-bas. Vous prenez l'opposition, c'est parfois le président du parti avec quelques amis de son village d'origine et consorts qui s'endettent pour faire vivre le parti, ou bien s'il a des amis à l'étranger et autres, il fait ça. Donc finalement, nos partis n'existent pas réellement. Voilà. Alors que dans une culture démocratique, un parti politique vit d'abord de ses ressources propres. Elles sont de deux ordres fondamentaux. Les ressources humaines, d'abord, parce qu'il faut un militant convaincu et convaincant qui sache qu'il est en train de faire quelque chose pour une vision. Voilà. Pas pour forcément être le secrétaire d'État à la jeunesse quand le parti sera au pouvoir. Voilà. Mais il le fait pour que demain, ce qu'il a vécu aujourd'hui ne puisse pas être le même sort pour ses enfants. Voilà. Pour que demain, tout aille mieux. La deuxième chose, c'est les cotisations. Quand dans un parti, vous n'arrivez pas à mettre en place un mécanisme qui vous permet de mobiliser vos ressources, soyez sûr que ce parti, il est plombé. Vous n'irez nulle part. Voilà. Il faut que le militant se sente concerné. Il ne faut pas qu'un militant vienne à une réunion et après, on est obligé de lui donner 1000 francs pour le transport. À partir de ce moment, on n'est plus dans le militantisme. C'est vrai que dans un parti, il y a ce qu'on appelle l'administration du parti. Ce sont des gens qui d'abord sont des militants, mais qui travaillent pour le parti. Et à partir de ce moment, en tant que fonctionnaire du parti, le parti les prend en charge. Ça, c'est un autre débat. Voilà. Mais quand, à chaque fois, vous organisez une réunion et qu'il faut payer le transport aux gens et autres, ça, je dis, vous n'êtes pas dans un parti, vous l'aurez. Voilà. Il faut que ça change. Et peut-être c'est parce que les gens ne le connaissent pas. Et peut-être c'est parce que l'ancien parti unique a habitué les gens à ça. Où on vous fait comprendre que c'est vous qui venez réclamer l'argent et non vous qui donnez l'argent. Il faut éduquer. C'est ça aussi qu'on attend d'un parti politique. C'est former ses militants, mais former aussi l'opinion publique et consorts.
Voilà, mardi, on va avancer, on va aborder la dernière ligne droite de cette émission avec l'actualité internationale. Nous parlons cette fois-ci de la présidentielle française. Nous avons suivi les semaines passées les primaires de droite qui ont été remportées par François Fillon. Du côté de la gauche, on se posait beaucoup de questions, mais voilà que François Hollande a surpris plus d'une personne. Et on m'a dit, vous êtes surpris par cette déclaration? Oui, dire que je ne suis pas surpris, ce serait faire preuve de mauvaise foi parce que j'avais prévu tous les scénarios, sauf celui-ci, parce que, vous savez, la politique a perdu toute sa valeur et toute son éthique au point où il est difficile de croire qu'un politicien puisse tenir parole. Et je pense que Hollande, je ne dirais pas que c'est un homme de principe, mais quand même c'est un homme qui toujours a su respecter ses engagements d'une façon ou d'une autre. Et c'est normal quand de reconnaître qu'il n'a pas été à la hauteur de ce qu'il a fait. Et il a pris des engagements, il ne les a pas atteints. Vous savez, contrairement à Mitterrand, qui à l'époque avait, à la veille de son deuxième mandat, envoyé un courrier à tous les Français pour leur dire, moi le président, je viens à vous pour vous dire que j'ai pris des engagements il y a 7 ans de cela, que je n'ai pas pu tenir. Mais il me tient à cœur de les tenir et j'ai besoin de votre appui pour avoir un deuxième mandat et les mettre en œuvre. Voilà. Aujourd'hui, par contre, c'est Hollande qui envoie un message à tous les Français pour leur dire j'ai pris des engagements que je n'ai pas pu tenir. Mais au même moment, si je veux persister dans la conquête de ce pouvoir, je risque de briser ma famille politique. Donc, à partir de ce moment, par respect pour le peuple français, à qui j'ai donné une parole pour me faire élire, je me mets en retrait de la course. Non, je pense que c'est assez éducatif et c'est à saluer. C'est à saluer. Et j'ai lu aujourd'hui un commentaire sur Facebook où quelqu'un disait que c'est un message pour les présidents impopulaires qui continuent par s'accrocher au pouvoir et les leaders de l'opposition incompétents qui continuent par aller d'élection en élection. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, même qu'on soit du pouvoir, quand on sait que ça ne va pas et que son absence peut aider à régler les choses, il faut avoir le courage de partir. Quand on est de l'opposition et qu'on sait que parfois on doit être amené à sacrifier sa personne pour que ça marche, il faut aussi le faire. Et au-delà de ça, dans ces primaires, c'est Sarkozy qui est sorti comme le plus grand perdant. Le plus grand perdant. Mais comment expliquer cette défaite? C'était peut-être dû au scandale qui... Non, je dis une chose. Voilà. Hollande a été voté parce que les gens ne voulaient plus de Sarkozy. C'est ce qui a conduit à l'élection de Hollande. Voilà. Et c'est ce que Sarkozy n'a pas vite compris. Voilà. Et même dans ces primaires, les gens se sont décidés à aller voter parce que je pense que ce ne sont pas seulement les gens de la droite qui ont voté. Les gens de la gauche sont allés voter pour mettre Sarkozy hors course. Voilà. Et ça veut dire que le message, il est passé définitivement et clairement. Tu n'es pas le bienvenu. Au même moment, vous allez constater une chose. Juppé incarnait cette France de droite traditionnelle. Cette France... voilà. Et c'était lui le favori parce qu'à un moment donné, les gens ont compris que ce soit le président Sarkozy ou que ce soit le président Hollande, ils sont venus démythifier ce poste de président de la République. Voilà. Ils l'ont ramené à un poste si ordinaire que certains Français classiques ne se retrouvaient pas dedans. Et c'est pourquoi le choix a été porté sur Juppé d'abord. D'abord, voilà. Mais à un moment donné, les gens se sont dit, on peut faire tout ça, mais avec des personnes qui quand même sont neuves et d'une certaine façon ont quand même eu un bon parcours. Juppé, quoi qu'on dise, tu sais, il a des casseroles. Peu importe les justificatifs qu'on donnera, il a des casseroles. Mais quand même, quand vous prenez la carrière de Fillon, c'est quelqu'un qui a toujours su échapper aux stéréotypes du populisme et consorts. Voilà. Et il s'est toujours mis dans une posture de technicien et consorts. Et aujourd'hui, c'est ce que beaucoup de personnes apprécient au niveau de la droite. C'est pourquoi nous avons désormais Fillon là. Et nous avons aussi le Premier ministre Valls qui, au fil du temps, est devenu le Sarkozy de la gauche. Voilà. Et beaucoup de Français de la droite se retrouvent en lui. Même s'il est de la gauche, ils voient quand même cette rigueur, cette fermeté. Alors, c'est clair que c'était le moment ou jamais pour Valls. Soit il allait cette fois-ci, ou soit il devenait Premier ministre de François Hollande pour 10 ans, et pour 5 ans encore.
avec tous les risques d'hériter de cette impopularité. Donc, Valls a joué le jeu, et je pense même que dans l'intérêt de la gauche, pour éviter les populistes non sérieux qu'on sort, Valls doit donner maintenant sa candidature pour participer aux primaires de la gauche. Ah, il va le faire. Peut-être sa tournée en Afrique, c'était pourquoi? Bon, peut-être, comme le dirait, bon, j'espère qu'il n'est pas venu comme Sarkozy prendre des sous, comme l'accusait Kadhafi. Parce que j'ai pas. Mais Mehdi Mounef également. Je crains que demain, lorsqu'il cherchera à dire à un président africain de bien se comporter, on risque de lui rappeler que tu es passé prendre des sous. Donc, je pense qu'il y a mieux à faire. Et en France, il y a cette culture. On n'a pas besoin de sous pour faire normalement une campagne. Voilà. On a besoin de ressources humaines engagées et dynamiques. C'est ça que j'apprécie dans le système américain. Vous voyez tous ces bénévoles qui se mobilisent pour le candidat. Ça, c'est déjà quelque chose qui montre un engagement. Donc, on n'a pas besoin en fait d'argent pour faire de la campagne. C'est la perversion politique qui aujourd'hui a conduit les gens à croire qu'il faut acheter les mentalités, il faut faire du bourrage d'urne. Tout ça, je pense que c'est des choses qui peuvent désormais être reléguées. Et la France doit donner l'exemple, malheureusement. On risque d'assister à un François Fillon et Manuel Valls, peut-être pour le coup de la présidentielle. Moi, en termes de pronostic, je me dis c'est le schéma le plus plausible. Mais c'est vrai que Marine Le Pen est là et il va falloir compter avec elle. Parce que ce que les gens n'ont pas compris avec Marine Le Pen, c'est qu'en rentrant dans ce conflit avec son père, elle s'est fait une nouvelle santé. Elle a montré que certes, elle appuyait les racines qui ont conduit à la création du Front National, mais les dérives racistes et consorts de son père n'étaient pas dans son cas. Et en faisant ce bond, Marine Le Pen se positionne sérieusement. Oui, mais certains de ses lieutenants contiennent toujours ce discours, non, tu sais, anti-étranger. Aujourd'hui, nous avons vu tout ce que M. Trump a tenu comme discours. Et nous avons vu son premier discours lorsqu'il savait qu'il a été élu. C'est de dire le discours a changé. Il y a des choses qu'on dit pour être élu, mais quand on est face à la réalité du pouvoir, on comprend qu'on ne s'amuse pas avec certaines choses. Est-ce que le contexte n'est pas différent? Non, le contexte, il est le même. C'est-à-dire, Marine Le Pen a beau crier quoi que ce soit. Quand elle prendra le pouvoir, qu'est-ce qu'elle va faire? Sinon faire ce que les autres faisaient. C'est le principe de la continuité de l'État. Au-delà de tout, tu peux être président, mais tu as une assemblée que tu n'arrives pas à maîtriser. Donc, il y a plusieurs paramètres et tu te retrouves au milieu et tu fais le jeu. Obama a été président des États-Unis durant 8 ans. Les Noirs ont souffert sous les 8 ans d'Obama. Oui, on a plus assassiné les Noirs que... En principe, on devait s'attendre au contraire. Donc, ça revient à quelque chose que j'ai soulevé plus tôt en faisant une transposition par rapport au Togo. C'est un système. C'est un système qui est là. Il faut comprendre le système. Il faut comprendre le système. Il faut collaborer avec le système. Il faut voir les enjeux du système. Mais, c'est-à-dire, ce n'est pas se compromettre, mais c'est arriver à trouver un compromis. Et quand vous le faites, vous arrivez à arranger les choses. Donc, que ce soit en France,